Zeno était un orphelin guérisseur tellement surpuissant que ses coéquipiers ne se rendaient même pas compte qu'il les soignait et l'ont viré parce qu'ils le trouvaient inutile. Maintenant fauché, il décide d'ouvrir une clinique clandestine pour soigner de puissantes filles bêtes. Mais, d'une façon ou d'une autre, toutes ses clientes commencent à avoir des vues sur sa saucisse. Du coup, il les soigne et les fait toutes tomber une par une. Avant que Zeno ne devienne un gigachad qui fait tourner toutes les têtes, il a été humilié par son pote Aston, qui a prétendu s'être lassé de lui et a décidé de le virer de son groupe. La nouvelle a été un vrai choc pour Zeno, car lui et Aston se connaissaient depuis longtemps. Alors, quand il a confronté Aston à ce sujet, il s'est juste fait ridiculiser. Aston n'a donné à Zeno qu'une seule pièce d'or comme indemnité de départ et lui a dit qu'il n'était plus utile, puisque son groupe était devenu plus fort. Déconcerté, Zeno a essayé d'expliquer qu'il avait beaucoup fait pour l'équipe, mais Aston s'est moqué de lui et lui a dit de dégager. Avant de partir, il a prévenu Zeno de ne jamais mentionner avoir fait partie de son groupe car ses origines des bas-fonds pourraient nuire à leur réputation. Et sur ce, Zeno accepta et sortit pendant que les autres se moquaient de lui. Non loin de là, un marchand d'esclaves essaya de manigancer quelque chose avec une esclave elfe, mais la fille donna un coup de pied dans les bijoux en or de l'acheteur avant de s'enfuir. Malheureusement pour elle, l'acheteur tenait beaucoup à ses bijoux de famille et lui tira une balle dans le pied pour se venger. Quand il essaya de la traîner, elle lui mordit le doigt. Alors, furieux, il la poignarda dans le ventre. Alors que sa collègue le réprimandait pour avoir poignardé l'esclave, Zeno, qui avait tout vu, arriva et demanda pourquoi la fille avait été poignardée. Mais le marchand d'esclaves lui répondit que cela ne le regardait pas. Voyant que l'esclave était condamné, Zeno décida de la payer avec la seule pièce qu'il possédait et les marchands acceptèrent sans hésiter. Après le départ des marchands d'esclaves, la fille était persuadée qu'elle allait mourir et en fut convaincue lorsqu'elle cessa de ressentir la douleur. Cependant, à sa grande surprise, elle se rendit compte que Zeno l'avait déjà soignée. Alors, elle le remercia chaleureusement. Elle se présenta ensuite sous le nom de Livy et se sentit mal qu'il ait dépensé sa seule pièce pour la racheter. Mais Zeno la rassura en lui disant que ce n'était pas grave. En attendant, il était complètement fauché. Le ventre de Livy gargouilla, alors il lui changea sa tenue et l'emmena au restaurant. Là-bas, elle se régala et apprit qu'il avait été expulsé de son groupe. Alors que Zeno parlait de la nécessité de trouver une nouvelle source de revenus, un homme lézard blessé entra en titubant dans le restaurant et supplia qu'on lui donne un verre d'eau. Zeno le regarda attentivement et comprit qu'il avait été touché par une arme magique. L'homme lézard le confirma en grimaçant de douleur, espérant que cela s'arrête. Mais après avoir examiné la blessure, Zeno le rassura en lui disant que tout irait bien très vite. Bien que la blessure par balle soit assez profonde, Zeno s'en occupa et remit la main en état, laissant le type complètement stupéfait. Soulagé, l'homme lézard remercia Zeno et lui donna une poignée de pièces d'or, puis quitta le restaurant en promettant de se souvenir de lui. Sous le choc, Zeno réalisa qu'il pouvait être payé pour soigner les gens, tout comme les restaurants étaient payés pour servir des repas. Il décida rapidement d'ouvrir une clinique. Mais comme il n'avait pas de licence, il décida que ce serait forcément une clinique clandestine. Au début, il hésitait à impliquer Lily, mais elle insista en disant qu'il était son maître, alors il céda. Plus tard dans la nuit, il emmena Livy chercher un endroit à utiliser comme clinique et ils finirent par trouver un manoir abandonné dans les bas quartiers. Zeno décida que c'était parfait, mais Lily l'avertit nerveusement qu'il pourrait être habité par un spectre. Déterminé, Zeno la fit entrer et elle utilisa la magie de lumière pour éclairer l'endroit. Alors qu'ils exploraient, une puissante spectre nommée Carmilla apparut et tenta d'attaquer, mais Zeno la repoussa facilement. Il se remémora alors l'époque où lui et son ancienne équipe avaient éliminé des centaines de spectres. Il décida ensuite de s'excuser d'avoir envahi l'intimité de Carmilla, espérant qu'elle les laisserait rester comme colocataires. Mais elle attaqua de nouveau, alors il la remit à sa place, ce qui ne fit que l'énerver davantage. Agacée, elle invoqua d'autres spectres pour le submerger, mais se calma rapidement lorsque Zeno les effaça tous d'un seul sort. Curieuse, elle lui demanda qui il était. Zeno répondit simplement qu'il était un soigneur. Il lui demanda alors de lui louer une chambre pour sa clinique, et comme elle savait qu'il pourrait la remettre à sa place si elle refusait, elle n'hésita pas une seconde à le laisser rester. Le lendemain matin, Zeno et Livy aménagèrent le rez-de-chaussée en une clinique de fortune. Alors que Livy s'inquiétait d'attirer des clients, le lézard du restaurant, Zondai, fit son apparition. Il se présenta et amena sa grande sœur, Zofia, qui montra un bras blessé. Zeno identifia rapidement la décomposition comme étant l'effet d'un poison spécial provenant d'une arme magique et Zofia fut impressionnée qu'il puisse le deviner rien qu'en regardant. Zeno expliqua que sa main empoisonnée était presque morte et devait être amputée et pour cela, il demanda un prix exorbitant. Zondai protesta aussitôt, mais Zofia l'arrêta. Elle esquissa un sourire en coin, prêtant Zeno d'original pour oser demander autant à la chef des hommes lézards. En réalisant que sa première cliente officielle était une chef de la mafia, Zeno insista, expliquant qu'il ne comptait pas simplement se débarrasser de son bras, mais en faire repousser un nouveau. Il précisa aussi qu'il ne soignerait jamais personne gratuitement,
même si la personne avait la poitrine de Sydney Sweeney. Zofia avait du mal à croire qu'un guérisseur des bas-fonds puisse faire repousser des membres, mais lorsqu'elle accepta l'accord, Zino forma un scalpel avec du mana et coupa le bras en décomposition. Pour lui éviter la douleur, il l'anesthésia avec de la magie de soin, puis fit instantanément repousser un tout nouveau membre à partir de rien. Pendant ce temps, Carmilla espérait secrètement que l'opération échouerait, mais ses espoirs s'envolèrent quand Zino réussit l'intervention à la perfection. Impressionnée, Zofia lui dit qu'il lui plaisait, promit d'envoyer ses gens à sa clinique et proposa même de payer pour des soins privés à l'avenir. Plus tard dans la soirée, Lily prépara du thé pour Zino et Carmilla et demanda comment Zofia s'était blessée. Zino conclut que c'était probablement à cause de la querelle en cours entre les hommes lézards, les orques et les loups-garous. Soudain, la porte de la clinique s'ouvrit brusquement et Linga, la chef des loups-garous, fit irruption avec ses congénères. Elle déclara qu'elle venait pour la vie de Zino, l'accusant d'avoir soigné les hommes lézards, leurs rivaux. Elle se rua sur lui avec une hache, mais celle-ci se brisa contre sa barrière de défense. Zino envoya calmement Lily dans sa chambre et observa les loups-garous échouer à le toucher. Furieuse, Linga ordonna à ses hommes de saccager le bâtiment et de le mettre en pièces. Quand Carmilla en eut assez, elle sembla prête à maudire les loups pour qu'ils deviennent le roi Nasser à chaque pleine lune, mais Zino l'en empêcha. Terrifiés, les loups-garous s'excusèrent aussitôt d'avoir ravagé la clinique, persuadés que Zino était un homme effrayant capable de faire appeler Papa une spectre surpuissante. Quelques jours plus tard, un ORC arriva à la clinique et dit à Zino que Luce, la chef des orques, voulait le voir. Dès que Zino apprit que lui souffrait d'un problème de santé qui l'empêchait de se déplacer, il se rendit à la forteresse des orques pour l'examiner. À son arrivée, il se rendit compte que lui était déjà au courant de son existence grâce à son réseau souterrain. Après avoir raconté à Zino tout ce qu'elle avait entendu à son sujet, elle lui demanda de l'examiner pour découvrir la cause de son immobilisation. Zino l'examina et détecta une pierre de mana coincée dans le bas de son abdomen qui risquait d'exploser à tout moment. Il lui demanda comment elle s'était retrouvée avec ça dans le corps et elle répondit qu'elle l'avait prise pour une boulette de riz il avait mangé. Déçu, il s'excusa, lui disant qu'elle irait bien tant qu'elle répondrait à l'appel de la nature à temps. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, elle l'arrêta, lui disant qu'elle risquait d'exploser bientôt. Malgré son état, ses hommes restaient à ses côtés, ne voulant pas sombrer avec elle. Contre toute attente, elle lança à Zino une clé donnant accès à toute la fortune qu'elle avait amassée au fil des années, exigeant qu'il en fasse bon usage. Zino réfléchit un instant avant de se précipiter vers elle, mais il utilisa son scalpel pour extraire la pierre de mana, la guérit instantanément et réprima l'explosion avec ses mains. Ensuite, il rendit la clé à Lu et lui dit qu'il croyait à la loi de l'équilibre. Ravie, elle lui assura qu'elle enverrait ses hommes chaque jour à sa clinique. Quelques jours plus tard, Lily fit la moue en remarquant que les dames de la mafia fréquentaient de plus en plus la clinique. Zino était d'accord avec elle et se demandait pourquoi elle continuait à venir sans être blessée. Alors Carmilla plaisanta en disant qu'elle voulait toutes goûter à sa saucisse. Quand Zino protesta qu'il n'était pas un coureur, Carmilla le taquina en disant qu'il y avait de fortes chances que les trois clans se fassent la guerre à cause de lui. Pendant ce temps, Lily boudait, se plaignant de ne pas être assez rusée pour rivaliser avec le trio de demi-humaines. Le lendemain, Zofia, Linga et lui arrivèrent à la clinique en même temps, les bras chargés de cadeaux, demandant à Zino de prendre leur parti pendant qu'elle se faisait la guerre entre elles. Carmilla se moqua de lui, disant que tout se déroulait exactement comme elle l'avait prévu, tandis que Lily boudait de jalousie. Perplexe, Zino se rendit au Colisée le lendemain pour regarder les clans s'affronter. Il leur annonça qu'il n'interviendrait pas et leur dit de tout donner jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Les filles convinrent donc que la gagnante du combat aurait droit à la saucisse de Zino. Le combat commença, après quelques heures, elles réalisèrent que, peu importe la gravité des coups portés, leurs adversaires se relevaient toujours. Zino leur dit alors que, même s'il avait accepté de ne pas intervenir dans leur combat, elles restaient ses patientes et qu'il ne pouvait pas se résoudre à les laisser mourir sous sa surveillance. Il expliqua à quel point se battre était inutile et les encouragea à continuer si elle pensait le contraire. Après tout, elle devrait quand même le payer pour tous les efforts qu'il avait déployés pour les maintenir en vie. En entendant ces paroles, les filles abandonnèrent et décidèrent de laisser le passé derrière elles. En voyant comment Zino gérait la situation, Lily lui demanda pourquoi il avait choisi de les unir. Il lui raconta alors l'une des meilleures citations de son professeur: « Les guérisseurs du premier rayon peuvent rendre le monde meilleur. » Épatée par Zino qui avait drastiquement réduit le nombre de patientes, Lily lui avoua qu'elle l'aimait bien, mais il prit cela pour de l'affection fraternelle. Quelques jours plus tard, le commandant de la division du conseil convoqua Krishna, la vice-commandante, plus connue sous le nom de Rose de Fer, dans ses appartements privés. Il l'informa des rumeurs qui circulaient dans tout le royaume à propos d'un médiateur qui avait réussi à unir les races vivantes dans les territoires extérieurs.
Bien qu'une telle unité puisse sembler noble en apparence, le commandant craignait que l'alliance grandissante entre les trois races demi-humaines ne finisse par représenter une menace sérieuse pour le système hiérarchique du royaume. Il expliqua que l'équilibre fragile du royaume ne tenait que parce que les gens étaient trop occupés à blâmer les classes inférieures et à se battre entre eux pour se soucier de problèmes plus importants. Pour lui, si les factions demi-humaines venaient un jour à s'unir, cela pourrait briser cet équilibre et donner au peuple une cause commune qui pourrait facilement se transformer en rébellion contre la couronne. Le commandant de division ordonna alors à Krishna d'enquêter sur le cerveau de l'affaire et de le traduire en justice. Au même moment, Zino éternua après avoir été mentionné, mais les filles pensèrent qu'il avait attrapé un rhume et lui proposèrent toutes sortes de jolis remèdes pour le soigner. Blessée par le fait qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour rivaliser au premier plan, Lily partit furieuse. Zino soigna ensuite les blessures de Zofia. Elle affirma les avoir subies lors d'une rencontre avec la Rose de Fer alors qu'elle tentait de s'introduire en douce dans le manoir d'un aristocrate la veille. En entendant parler d'une autre partenaire potentielle pour Zino, Carmilla le taquina en disant que la Rose de Fer pourrait rejoindre sa collection de harem. Impassible, Zino se rassura en se disant que la nuit n'avait rien à voir avec lui. Pendant ce temps, Krishna arriva dans les bas-fonds et fut choqué de voir les demi-humains se mêler librement les uns aux autres. Déguisée en paysanne, elle demanda à l'un d'eux qui était le médiateur, mais le demi-humain refusa de révéler l'identité de Zino, affirmant qu'il lui devait une dette immense. Furieuse, elle pointa un pistolet magique sur lui pour le menacer, mais Zofia et plusieurs autres demi-humains apparurent, la forçant à battre en retraite, avec plus de questions que de réponses. En fuyant à travers la forêt, Krishna se perdit et tomba sur le premier bâtiment qu'elle croisa, qui se trouvait être la clinique de Xénon. En le rencontrant, elle expliqua qu'elle avait un sens de l'orientation catastrophique et lui demanda de l'aider à retrouver son chemin vers la ville. Alors que Xénon proposait de la guider, Lily sortit pour prendre de ses nouvelles et Krishna remarqua ses oreilles pointues, comprenant aussitôt qu'elle n'était pas humaine. Sans perdre une seconde, elle sortit son pistolet magique et tira sur Xénon, déclarant qu'elle avait enfin trouvé celui qu'elle cherchait. Tandis que Lily essayait d'expliquer à Krishna qu'elle se trompait au sujet de Xénon, celui-ci écarta les effets du tir avec désinvolture. Tenant compte de l'explication de Lily sur le fait que Xénon l'avait sauvé des trafiquants d'esclaves, Krishna s'excusa de l'avoir mal jugé. Curieuse, elle lui demanda comment il avait bien pu sortir indemne de son attaque comme si ce n'était que de la poussière de fée. Xénon expliqua qu'il avait utilisé un simple sort de défense pour se protéger, mais elle avait du mal à le croire, car la magie défensive ne devrait normalement pas pouvoir arrêter des pistolets magiques, à moins bien sûr qu'il ne soit ce fameux type. Krishna se présenta et lui parla de la mission sur laquelle elle avait été envoyée, exigeant leur coopération. Réalisant qu'il était sa cible, Xénon tenta de la convaincre, suggérant que le soi-disant médiateur aurait peut-être intérêt à rester discret, mais Krishna le coupa, affirmant que quelqu'un avec autant de pouvoir pouvait facilement menacer la nation elle-même et qu'elle devait s'assurer de le capturer en premier. Elle remarqua au hasard un lit supplémentaire dans la clinique et déclara qu'elle passerait la nuit là. Pour une raison inconnue, Lily devint jalouse et força Xénon à lui accorder un peu d'attention façon Oni-chan avant de s'endormir. Carmilla, que Krishna semblait incapable de voir, passa pour taquiner Xénon, ce qui rendit la Rose de Fer suspicieuse quant à ce qui se passait réellement. Xénon comprit qu'il devait rester aussi calme que Yagami Light s'il ne voulait pas que sa couverture soit grillée. Peu de temps après que Lily se soit endormie, Krishna tenta de soutirer des informations à Xénon sur les marchands d'esclaves dont il avait sauvé Lily, mais il n'avait rien d'utile à lui donner. De son côté, elle fit le lien entre les marchands d'esclaves et le guérisseur clandestin dont elle avait entendu parler, celui capable de régénérer des membres. Elle écarta Xénon, pensant qu'il était déjà un prodige en magie défensive. Xénon lui demanda pourquoi elle en voulait autant au bas-fond, et elle expliqua que sa mère avait été tuée alors qu'elle essayait de jouer les mères Teresa auprès des gens affamés des quartiers pauvres des années auparavant. Elle lui confia qu'elle avait décidé ce jour-là de devenir une héroïne invincible, assez forte pour rendre justice aux criminels des bas-fonds afin que plus personne ne subisse la même tragédie. Sa détermination lui avait valu le titre de plus jeune vice-commandante de l'histoire des chevaliers royaux, et elle n'était pas prête à s'arrêter là. Elle expliqua que son surnom de Rose de Fer venait du fait que, depuis ce jour-là, son visage était devenu comme un masque de fer, car elle n'avait pas souri une seule fois. Le lendemain matin, après le départ de Krishna, Zofia, qui était désormais une habituée à force de blessures répétées, se présenta pour recevoir des soins. Peu de temps après, Krishna réapparut, affirmant qu'elle s'était perdue. Zofia, qui accumulait les défaites face à elle depuis un moment, reconnut immédiatement la Rose de Fer et se mit en mode combat. Krishna fit de même. Bien que Lily ait essayé d'expliquer que Zofia avait elle aussi une liste et qu'elle était venue à la clinique pour la même raison, Krishna n'en crut pas un mot. Elle exigea de connaître l'emplacement du médiateur, celui qui avait aidé à régénérer les bras de Zofia, les mêmes bras que Krishna se souvenait très bien avoir détruits.
Ne voulant pas encaisser une nouvelle défaite évidente, Zofia changea de tactique et opta pour les mots à la place. Elle manipula Krishna en lui reprochant sa mentalité étroite qui consistait à blâmer les bas-quartiers pour tous les maux du royaume. Krishna était sur le point de lui infliger une toute nouvelle défaite quand Xeno intervint. Il se déclara tranquillement qu'il n'était pas nécessaire que Krishna devienne violente, car c'était lui le médiateur. Elle nia catégoriquement, affirmant que le médiateur était censé être un maître de la magie de guérison et qu'il était impossible pour quelqu'un de maîtriser 2 écoles de magie à un niveau aussi élevé. Xeno balaya l'objection d'un haussement d'épaule, disant que même si le qualifier de maître était flatteur, il préférait se considérer comme un simple magicien. Il ajouta que la magie de guérison et la magie de défense consistaient toutes deux à amplifier les fonctions naturelles du corps, donc que c'était fondamentalement la même chose. Krishna refusa de le croire, mais conclut qu'il avait choisi de prendre le parti du médiateur et des demi-humains, alors elle partit. Le lendemain matin, Krishna rendit visite à l'Orkalindé, un grand noble du pays, et discuta des récentes activités de voleurs dans la région. Elle exigea qu'il renforce la sécurité du royaume pendant qu'elle inspectait le palais. Au cours de son inspection, elle remarqua quelque chose d'étrange concernant la répartition inégale des soldats et décida de s'éclipser pour enquêter davantage. Vers l'arrière du palais, elle tomba sur un cachot et fut choquée de voir un groupe d'esclaves retenus captifs. Elle comprit immédiatement que l'Orkalindé préparait quelque chose de sinistre. Avant qu'elle ne puisse agir, il apparut et lui tira dessus avec un pistolet magique, la blessant mortellement. Alors qu'il s'apprêtait à l'achever, Zofia et Xeno surgirent de nulle part pour l'en empêcher. Désemparés, l'Orkalindé tira sur eux, mais aucune des balles ne traversa la magie défensive de Xeno. Se rendant compte à quel point la situation était désespérée, il implora leur pitié. Mais Xeno la lui refusa froidement, lui rappelant qu'il n'avait eu aucune pitié ni pour eux, ni pour les esclaves. Il pointa alors un pistolet magique sur l'Orkalindé et tira, limitant volontairement l'impact pour ne pas le tuer. Krishna, qui avait perdu un bras et avait maintenant un trou dans le ventre à cause de l'attaque, s'apprêtait à faire ses adieux lorsque Xeno s'approcha d'elle. Il utilisa sa magie pour la soigner, la laissant bouleversée et se demandant qui il était vraiment. Sachant à quel point Krishna avait soif de reconnaissance en tant qu'héroïne, Xeno laissa entendre que c'était elle qui avait sauvé les esclaves. Se rendant compte que les choses deviendraient compliquées si les chevaliers royaux découvraient ce qui s'était réellement passé, Xeno et Zofia se préparèrent à partir. Mais avant qu'ils ne puissent s'en aller, Krishna les arrêta et demanda pourquoi il était venu la sauver. Xeno répondit nonchalamment qu'elle avait encore trop de dettes impayées et qu'il comptait la garder en vie jusqu'à ce qu'elle le rembourse entièrement. En entendant cela, Krishna sourit pour la première fois depuis des années. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bas-fonds avec Livy, Xeno raconta comment il avait rencontré Aston, qu'il avait recruté dans son groupe en pensant qu'il n'était qu'un bon à rien. Aston se contentait de donner des ordres à Xeno, sans jamais se rendre compte que c'était Xeno qui soignait discrètement leurs blessures. Il n'a jamais reconnu les efforts de Xeno et il a fini par le mettre à la porte du groupe. Pendant ce temps, la guilde du Phénix d'Or accepta une mission sous les ordres de Fenel, l'un des 7 nobles, pour nettoyer une grotte infestée de bêtes magiques. Pensant que ce serait du gâteau, ils sont entrés trop confiants, mais le combat s'est vite transformé en cauchemar. Battus et couverts de blessures, ils se sont précipités hors de la grotte. Dehors, Aston a rejeté la faute, a blâmé son équipe pour leur mauvaise performance, mais un membre l'a confronté en le traitant d'hypocrite dégoûtant. Un autre a suggéré que peut-être Zino les avait secrètement soignés tout ce temps, mais Aston ne voulait pas y croire. Il a donc insisté sur le fait qu'un vrai guérisseur ne viendrait jamais des bas quartiers. Malgré cela, ils ont décidé de recruter un vrai guérisseur de la ville avant de retenter leur chance. Le temps a passé et ils ont recruté Human, un guérisseur tout juste diplômé, pour les soutenir. Aston expliqua que le plan était de tuer les bêtes et de fabriquer une écharpe avec leur fourrure comme cadeau d'anniversaire pour la fille de Fenel. Avec une détermination renouvelée, la troupe du Phénix d'Or est retournée dans la grotte pour affronter les renards de feu. Les renards ont chargé, et dans le chaos, leur lanceur de sort a été touché par les flammes. Human l'a rapidement soigné, lui sauvant la vie, tandis qu'Aston tentait de remotiver le groupe. Malgré ses efforts, leur progression fut vaine et ils ont de nouveau échappé de justesse au danger. Dehors, Aston s'en prit à Gil, accusant son sort défensif. Mais Human le remit à sa place, affirmant que c'était grâce au bouclier de Gil que leur coéquipier n'était pas déjà mort. Quand Aston exigea qu'elle le soigne complètement, elle s'emporta, disant qu'il avait besoin de l'hôpital royal car seuls des soigneurs d'élite ou des scientifiques pouvaient réparer des dégâts aussi graves. C'est à ce moment-là qu'Aston comprit. Depuis qu'il avait expulsé Zino, il subissait des blessures plus graves et peinait davantage à chaque mission. Il se demanda si Zino était vraiment du niveau des soigneurs d'élite dont parlait Human, et lui demanda si quelqu'un pouvait manier une magie de soins aussi
aussi puissante sans licence. Soupçonneuse, elle lui demanda pourquoi il parlait de ça, mais Aston garda le silence. Plus tard, le majordome de Fennel arriva pour résilier leur contrat, les traitant d'inutiles pour avoir échoué dans leur mission. Aston supplia qu'on leur accorde une autre chance, mentant en disant que leur échec était dû à la trahison de Zino, un ancien membre du groupe. Il alla même jusqu'à jurer sur sa vie, mais le majordome resta impassible, soulignant que l'anniversaire de Charlotte était déjà passé et que le noble avait perdu confiance en eux. Aston insista sur le fait qu'il pouvait encore accomplir la quête s'il avait une dernière chance, promettant de recruter du sang neuf pour combler les manques. Après le départ du majordome, Aston avoua à son équipe qu'il comptait recruter à nouveau Zino, même s'il n'avait jamais voulu admettre que leur succès dépendait de lui. Il pensait que le garder comme porte-bonheur suffirait jusqu'à ce que le groupe retrouve sa réputation. Déterminés, ils partirent à sa recherche. Aston suggéra même d'engager l'un des 3 chefs demi-humains pour renforcer leur équipe. Bientôt, ils arrivèrent à la tente de Zofia. Voyant qu'elle était pressée, Aston essaya de jouer les gros bras tout en présentant sa demande. Mais dès qu'elle apprit qu'il était l'idiot qui avait viré Zino, elle éclata de rire en le traitant de débile. Vexé, Aston tenta de dégainer son épée contre elle, mais elle lui dit que Zino avait mieux à faire. Aston dépassa les bornes en essayant de lui prouver sa valeur, mais elle le foudroya du regard et lui rappela qui elle était. Furieux, il sortit et se rendit au camp de Linga. La chef des loups, plus directe que les autres, insulta Aston après avoir appris qu'il était celui qui avait viré Zino. Il montra un peu d'agressivité et elle faillit lui faire perdre tous ses moyens. Enfin, ils rendirent visite à Lu et après l'avoir entendu dire la même chose, Aston empêcha Gil de lui répondre et ils quittèrent le territoire. Dehors, Aston avait du mal à encaisser le fait que Zino s'était accaparé toutes les nanas, les gardant rien que pour lui. Il en conclut alors que le garçon qu'il avait autrefois accueilli dans son groupe portait simplement le même nom que le médecin des bas-fonds. Soudain, il aperçut Zino se promenant en ville avec Lily, alors il l'appela et essaya de jouer les types sur 2, pensant que Zino serait curieux à son sujet. Mais Zino l'ignora tout simplement. Gêné, Aston l'appela de nouveau, disant qu'il le cherchait et voulait qu'il rejoigne l'équipe. À sa grande surprise, Zino refusa, disant qu'il n'y avait aucune chance qu'il les rejoigne après avoir été maltraité et non payé. Toujours aussi imbu de lui-même, Aston se répéta comme une radio, alors Zino proposa de les accompagner en quête quand ils seraient libres, mais à condition qu'il le paie pour chaque soin. Il les a taxés à un tel point qu'Aston s'est mis à crier, lui demandant pour qui il se prenait, pensant que Zino n'avait pas sa place ici. À sa grande surprise, de nombreux demi-humains sont arrivés, saluant Zino avec désinvolture, inquiet à cause du requin bruyant. Après en avoir assez entendu de ses divagations, Zino a refusé l'offre d'Aston et s'est éloigné. Furieux, Aston a dégainé son arme et a essayé de l'attaquer, mais Krishna a tiré sur son arme pour la faire tomber. Surpris, Zino a demandé à Krishna ce qui l'amenait dans les bas-fonds et elle lui a répondu que son radar à saucisse s'était déclenché juste au moment où il passait. Incapable de comprendre comment Zino continuait à attirer les mauvais garçons, Aston s'est relevé avec difficulté et a accusé Gil de l'avoir forcé à attaquer Zino, puis il est parti furieux. Plus tard, le trio de chefs demi-humain s'est réuni à la clinique souterraine et a informé Zino que ses anciens compagnons de groupe étaient venus le chercher. Ils trouvaient étrange que leurs hommes aient perdu la trace des membres du groupe, alors ils espéraient qu'Aston et les autres n'étaient pas impliqués avec la guilde souterraine. C'était un guide qui s'occupait des tâches illégales dont les gangs demi-humains ne voulaient pas s'occuper. Zino et Carmilla n'étaient pas inquiets car ils pensaient qu'Aston n'avait pas les moyens financiers d'engager des membres de la guilde souterraine pour exécuter ses volontés. Zofia, en revanche, les informa à propos du guide, une personne mystérieuse prête à accomplir des tâches sans être payée. Plus tard dans la nuit, Lily prépara du thé pour Zino après avoir vu qu'il n'arrivait pas à dormir. Elle lui caressa les cheveux pour l'aider à s'endormir, mais elle finit par s'endormir elle-même, alors il la porta à l'intérieur. Dans le salon, Carmilla le rejoignit pour prendre le thé et lui demanda comment il avait réussi à apprendre la sorcellerie dans les bas-fonds. Il se confia sur le fait d'avoir essayé de ressusciter les morts avant que son professeur ne le frappe pour ça. La vieille poule le corrigea, disant qu'à son époque, il existait quelque chose appelé la vie artificielle, qui était la sorcellerie permettant de créer des golems. Curieux de savoir ce que Carmilla faisait il y a 300 ans, Zino le lui demanda. Mais comme d'habitude, elle évita le sujet. Soudain, des secousses résonnèrent autour de la maison et Carmilla en déduisit qu'elle venait des bas-fonds. Elle s'envola hors du manoir et vit un golem en train de détruire les bas-fonds. Quelques minutes plus tôt, Aston avait rencontré quelqu'un de la guilde souterraine qui lui avait dit qu'il n'aurait pas à payer pour ses services. Il avait engagé le guide pour se venger, mais ce dernier n'avait accepté qu'après avoir demandé la raison. Aston expliqua tout et le guide accepta le travail. Il révéla une relique sur laquelle il travaillait, disant que c'était l'occasion parfaite de la tester. Les heures passèrent et Zino se dirigea vers les bas-fonds après avoir découvert la cause des secousses. Alors que Carmilla se demandait comment une relique ancienne avait pu se retrouver à notre époque, les chefs demi-humains arrivèrent pour informer Zino de l'incident. Ils lui dirent que beaucoup de leurs frères bêtes avaient été gravement blessés et il leur expliqua ce qu'était le golem.
Zino apprit que le monstre venait des profondeurs des bas-fonds et il se demanda s'il venait de la guilde souterraine. Il chassa rapidement cette pensée et ordonna aux filles de rassembler tous les blessés au même endroit. Ailleurs, le guide observait le golem semer la pagaille en ville et remarqua qu'il n'était pas aussi mobile qu'il l'avait imaginé. Il attendait avec impatience la réaction de Xeno lorsque ses admirateurs commenceraient à tomber un à un après avoir mis les blessés en sécurité. Xeno dit à Carmilla de quitter les lieux, puis lança soin suprême sur eux. Il les soigna un par un, et après beaucoup d'efforts, Xeno finit par se plaindre, disant qu'il en voulait au cerveau de l'opération. Le guide, voyant Xeno soigner tout le monde, le félicita d'avoir dépassé ses attentes. Il fit remarquer que si Xeno n'arrêtait pas le golem, il ne trouverait jamais de solution à leurs problèmes. Après de longs efforts pour remettre tous les blessés sur pied, Xeno demanda à Carmilla si le golem reviendrait encore, mais elle lui répondit que la vie artificielle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas accompli ses ordres. Elle trouvait étrange que quelqu'un ait pu obtenir une pierre magique d'une telle pureté qui aurait dû être consommée pendant la guerre des demi-humains. Il y a environ 300 ans, sous le règne du seigneur démon, de telles pierres n'existaient que dans la partie sud de son château. Excédés, Xeno et les filles décidèrent d'abattre le golem. Carmilla leur indiqua de détruire la pierre magique en son cœur. Ils s'approchèrent et Xeno servit de soutien aux filles. Il augmenta leurs statistiques, boostant leur agilité, leur force et leur puissance d'impact. Elles se jetèrent sur lui et le mirent facilement en pièces, mais il se régénéra instantanément et envoya valser Linga comme une mouche agaçante. À leur grande surprise, elle revint totalement rétablie. Après avoir analysé le golem et soutenu les filles, Xeno leur ordonna de lui briser les jambes. Soudain, il s'effondra en direction d'une jeune fille, et alors que Xeno se précipitait pour la sauver, le golem surprit tout le monde en choisissant de la protéger à la place. Ce retournement de situation déstabilisa le guide, qui s'attendait à ce que Xeno prenne une dernière décision. Xeno, cependant, examina le golem et dit à Carmilla que le cerveau derrière tout ça avait dû tenter de créer la vie avec une pierre magique imparfaite. Grâce à son analyse, il déduisit qu'Aston se trouvait à l'intérieur du golem. En observant Xeno à l'œuvre, le guide nota que fusionner une pierre magique imparfaite avec un simple destri était le moyen idéal de créer un golem. Il se demanda comment Xeno allait gérer la situation maintenant qu'il avait découvert la vérité. De retour dans les bas-fonds, Xeno dit aux filles de rentrer chez elle afin qu'ils puissent affronter le golem seul. Au début, elles insistèrent pour l'aider, mais finalement, elles l'écoutèrent et se retirèrent. Avant de partir, Carmilla lui dit qu'elle l'attendrait avec du thé. Resté seul, Xeno tenta de raisonner Aston, espérant qu'il lui restait un peu d'humanité, mais ne ressentant que de la rage, il éventra le golem et vit qu'Aston servait de noyau. Il dit à Aston que ce serait la dernière fois qu'il se verrait, et d'un seul coup, il l'abattit, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Le guide fut d'abord choqué de voir Xeno frapper Aston avec sa lame sans hésiter, mais il remarqua ensuite que Xeno soignait et frappait Aston à plusieurs reprises. Xeno était si précis qu'il coupait les parties fusionnées avec la pierre magique tout en soignant les morceaux de chair restants. Avant d'asséner le coup final, Xeno dit à Aston que le monde se porterait mieux sans lui, mais qu'il allait l'épargner pour 3 raisons. Premièrement, il comptait récupérer sa dette auprès du complice d'Aston, ce qui signifiait qu'Aston devrait révéler qu'il avait poussé à agir. Deuxièmement, Aston l'avait autrefois sorti des bas-fonds et lui avait donné un peu d'argent de départ sur un coup de tête. C'est cette unique pièce d'or qui lui avait permis de sauver Lily et de lancer la clinique clandestine. La dernière raison était que c'était son devoir, en tant que guérisseur, de sauver des vies. Sur ce, Xeno frappa le noyau et libéra Aston. Par la suite, Aston admit à quel point Xeno était incroyable et se demanda si le fait de le sauver n'était pas sa façon à lui de se venger. Aston s'excusa alors, après avoir ressenti ce que cela faisait d'utiliser les gens. À sa grande surprise, Xeno lui dit d'arrêter parce qu'il devait le frapper. Il renforça sa force et dit à Aston que la raison pour laquelle il l'avait gardé en vie, c'était qu'il ne se sentirait pas mieux en le frappant s'il n'était pas conscient. Aston tenta de demander une pause, mais Xeno insista pour lui servir des coups de poing tout frais en guise de petit déjeuner. Plus tard dans la matinée, en plus d'avoir un visage fraîchement défiguré, Aston fut accusé de nombreux crimes, mais alors qu'il craignait de finir comme Didi, Krishna lui annonça que Xeno avait pris son épée et lui avait donné une prime de départ. Alors, quand Aston vit la pièce d'or dans ses mains, il se mit à pleurer comme s'il venait de décrocher Sydney Sweeney. Sur le chemin du retour vers la clinique, Xeno croisa les filles et elles le ramenèrent chez lui, disant que c'était bien normal après toutes les fois où il les avait aidées. Pendant ce temps, le guide se mit à l'abri, notant qu'il recroiserait un jour la route de Xeno et qu'il ne l'oublierait pas. Quand Xeno arriva à la clinique, il trouva Carmilla et Lily qui l'attendaient. Lily expliqua que Carmilla avait tourné anxieusement dans la maison, inquiète pour lui, bien que Carmilla ait aussitôt affirmé avec enthousiasme
l'enthousiasme que Lily mentait. Contrairement à Carmilla, Lily admit ouvertement qu'elle s'était inquiétée. Elle servit alors une tasse de thé à Xeno et lui souhaita la bienvenue à la maison. En réponse, Xeno leur dit qu'il était de retour. Le lendemain, Krishna informa Xeno qu'elle avait confirmé que le cerveau derrière l'attaque des golems était un individu qui se faisait appeler le guide, mais qu'elle n'avait pas réussi à localiser sa position. Zofia ajouta ce qu'elle savait, disant qu'il avait récemment commencé à fréquenter la guilde souterraine et qu'il se déplaçait toujours seul. Lui fit remarquer qu'interroger les gens avait ses limites, et Krishna conclut que le guide ne se montrerait pas avant un moment puisque les gardes royaux étaient à ses trousses. Les demi-humains, cependant, supposaient qu'il referait surface tôt ou tard, convaincus qu'il avait encore des plans en cours et des liens enfouis plus profondément dans la pègre. Choqué, Krishna leur dit de ne pas lancer des suppositions hasardeuses, contrairement à elle, dont les déductions reposaient sur une véritable enquête et de l'expérience. S'apercevant que la situation devenait tendue, Xeno interrompit la conversation. Voyant Krishna assise à l'écart des autres, il leur demanda d'arrêter de parler à travers la pièce. Sur la défensive, Krishna expliqua qu'elle ne pouvait pas être vue avec eux à cause de sa position de chevalier. Vexés, les demi-humains répliquèrent qu'ils ne voulaient de toute façon pas d'elle à leur table. Excédés par leur dispute incessante, Xeno les poussa tous hors de la clinique et annonça qu'il prenait sa journée parce qu'il était fatigué. Peu après leur départ, Lily s'approcha de lui avec une idée, espérant le convaincre d'aller aux sources chaudes. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Zofia fit irruption et lui demanda en premier. Il accepta et juste après être sorti, Linga et lui firent la même demande. Même la Rose de Fer en personne se montra plus tard, exigeant la même chose. Quand elles furent parties, Xeno demanda à Lily ce qu'elle voulait lui dire, mais elle lui lança de ne pas se donner cette peine. Carmilla, qui avait observé toute la scène avec amusement, apparut et l'informa qu'elle se joindrait à eux aux sources chaudes. Plus tard dans la soirée, Xeno se détendait dans le bain chaud quand Zofia fit son apparition, l'air de rien. Elle expliqua qu'elle avait mis un panneau de maintenance pour empêcher les autres hommes d'entrer. Elle glissa dans l'eau et admit que ses subordonnés avaient remarqué qu'elle se comportait différemment ces derniers temps. Xeno acquiesça, et alors qu'ils discutaient, il remarqua que la distance entre eux s'était réduite à quelques millimètres, contrairement à sa saucisse, qui était déjà prête à passer à l'action. Voyant que Xeno n'avait pas baissé sa garde, Zofia tenta de lui prendre sa carte V, mais Linga fit son apparition. Elle essaya de sauter sur Xeno pour l'aider avec son sabre palpitant, mais Zofia la bloqua et les deux commencèrent à se battre pour savoir qui passerait la nuit à se faire pomper et applaudir. Au milieu de tout ça, lui s'éleva dramatiquement hors de l'eau, révélant toute sa splendeur et ses atouts pour qu'il puisse en profiter du regard. Alors que le trio se battait pour avoir son tour, Krishna apparut et tenta de les réprimander, mais elle fut rapidement entraînée dans leur chaos. Excédée, Xeno leur cria finalement d'aller au bain des femmes, et elles obéirent à contre-cœur. Pendant ce temps, dans le bain des femmes, Human remarqua le groupe étrange qui se baignait ensemble et vit Lily bouder, envieuse des femmes plus âgées. Quand Lily les rejoignit, Carmilla apparut et la taquina, disant que plus gros n'est pas toujours mieux, contrairement au fait de savoir vraiment comment satisfaire un homme. Elle continua de taquiner Lily jusqu'à ce qu'Human réalise que Carmilla était une spectre et tente de l'exorciser. Affolée, Carmilla s'enfuit directement dans le bain de Xeno, laissant tomber sa serviette au passage. Après leur bain, ils ont fait un festin, bien que Krishna ait tristement mangé seul à une table séparée. Plus tard dans la nuit, après que les autres se soient endormis sous l'effet de l'alcool, Xeno rejoignit Carmilla, l'air épuisé, et lui raconta comment les filles avaient joué à des jeux justes pour avoir la chance de sentir sa saucisse. Il se demanda alors à quoi servaient les congés s'il finissait quand même stressé, mais Carmilla lui conseilla de profiter de ces moments animés, car elle pensait qu'il serait bientôt entraîné dans des affaires plus compliquées. Changeant de sujet, Zino apprit que Carmilla pouvait se déplacer en possédant des objets auxquels elle était attachée. Elle lui montra son bâton que Lily avait apporté à l'auberge. Curieux, il lui demanda à quoi elle ressemblait de son vivant, mais Carmilla évita la question et lui servit plutôt un verre. Le lendemain matin, une explosion secoua l'une des chambres et Omin se précipita pour s'occuper de l'homme blessé. Elle découvrit que des pierres magiques de feu avaient explosé alors qu'il essayait de cuisiner, le laissant gravement brûler. Elle tenta de le soigner, mais admit qu'avec son niveau de compétence, il faudrait plusieurs heures pour que ses blessures guérissent et qu'il ne pourrait peut-être plus jamais tenir un couteau correctement. Soudain, Zino arriva, exigeant de savoir ce qui s'était passé. Après qu'Omin eut expliqué, elle lui demanda de l'aider à transporter l'homme vers une antenne de l'hôpital royal à proximité. À sa grande surprise, Zino répondit que ce n'était pas nécessaire, puis il soigna l'homme d'un geste désinvolte avant de partir avec Lily. Omin, stupéfaite, classa sa compétence au niveau d'un guérisseur d'élite. De retour à son poste, elle rapporta l'incident au docteur Becker, qui fit remarquer que des gens comme Dino étaient si rares que le gouvernement voudrait sûrement en faire un atout national. Au début, il écarta l'affaire, mais lorsqu'Omin mentionna le manteau noir de Zino, Becker s'intéressa aussitôt et en déduisit que Zino devait se trouver dans les bas-fonds. Plus tard, le frère de Zofia amena Becker, déguisé en paysan, auprès de Zino, en faisant semblant qu'il avait craché du sang avant de s'effondrer.
Zino l'examina et comprit rapidement que Becker avait le poumon rouge. Alarmé, il dit à Lily de reculer pour éviter toute infection, notant que la pandémie avait été éradiquée il y a des années grâce à un remède, et pourtant, elle réapparaissait sous une autre forme. À sa grande surprise, Becker se redressa et félicita Zino d'avoir reconnu la maladie aussi rapidement. Il révéla qu'il était un guérisseur d'élite de l'hôpital royal, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Omain fit irruption dans la clinique, furieux contre Becker d'avoir mis sa vie en danger simplement pour retrouver Zino. Becker prit alors calmement un antidote et expliqua qu'il avait ingéré un médicament qui imitait les symptômes du poumon rouge. Zino se demanda où il avait bien pu se procurer un tel antidote, sachant qu'une seule personne y avait déjà eu accès. Puis il comprit que Becker était le médecin même qui avait éradiqué la pandémie de poumon rouge. Lorsque Becker remarqua le manteau noir de Zino, il apprit qu'il avait autrefois appartenu au maître sans nom de Zino. Après un instant de réflexion, Becker demanda à Zino s'il accepterait de travailler à l'hôpital royal, expliquant qu'il faisait face à un problème grave. Soudain, le trio de demi-humains fit irruption après avoir vu le drapeau au-dessus de la clinique devenir rouge, signalant une urgence. Ils bloquèrent le passage à Zino et menacèrent Becker, pensant qu'il s'était battu à l'intérieur de la clinique. Impassible et même impressionné par leur solidarité, Becker félicita Zino d'avoir uni les clans. Il proposa alors un marché à Zino. Zino accepta, disant qu'il préférait désormais être dans les bonnes grâces de Becker, puisque les membres de la royauté connaissaient déjà sa localisation. Il considérait aussi Becker comme quelqu'un de fiable, puisqu'il avait autrefois distribué gratuitement des vaccins lors de la crise du poumon rouge. Finalement, Zino avoua qu'il voulait en savoir plus sur son maître, puisque Becker le connaissait bien. Sur ce, ils conclurent un accord. Zino arriva à l'hôpital royal vêtu de la tenue officielle et suivit Becker jusqu'à son bureau, où ce dernier confirma que son identité de guérisseur clandestin resterait secrète. Désormais, il se ferait appeler Zino, l'apprenti de Becker, ce dernier se portant garant de tous ses actes. Ils passèrent aux choses sérieuses, discutant de l'affaire en cours concernant les disparitions. Après leur entretien, Zino retourna à son dortoir et trouva Lily qui l'attendait, officiellement inscrite comme sa petite sœur. Il remercia Omain de l'avoir amenée. Dès qu'Omain partit, Lily se montra tout de suite super louche en jouant à la femme au foyer. Déconcerté, Zino lui demanda où elle avait appris ça, et c'est alors que Carmilla apparut, se vantant fièrement d'être la grande enseignante. La voyant à l'intérieur de l'hôpital, Zino avertit Carmilla qu'elle risquait de se faire exorciser ou repérer par l'un des guérisseurs d'élite. Elle balaya son avertissement d'un revers de main, marmonnant pour elle-même que seules quelques rares personnes dans le monde possédaient un niveau de magie curative comme le sien. Plus tard, pendant le déjeuner, Omain expliqua qu'afin d'obtenir une licence de guérisseur, Zino devait d'abord être diplômé d'une école préparatoire. Ensuite, il pouvait soit travailler dans une succursale d'hôpital royal, obtenir une licence d'aventurier ou choisir de servir la noblesse ou l'armée. Elle expliqua aussi le système de classement des guérisseurs, ce qui laissa Zino complètement perdu face à toutes ces informations. Changeant rapidement de sujet, il lui demanda des nouvelles des personnes disparues. Elle lui parla d'Alfred, un guérisseur avancé et chef adjoint du laboratoire, qui avait mystérieusement disparu. Alfred était l'un des principaux contributeurs au développement du remède contre la pneumonie rouge. Lorsque Zino lui demanda si elle avait des pistes, elle allait répondre quand le professeur Goldran, le vice-directeur de l'hôpital royal et guérisseur avancé de classe 7, arriva accompagné d'une grande suite. Omain expliqua discrètement comment l'hôpital avait changé de cap depuis que Goldran avait pris le pouvoir, privilégiant les riches tout en négligeant les gens du peuple. Soutenu par de puissants nobles, Goldran était intouchable. Zino décida aussitôt de l'éviter, mais Omain le surprit en suggérant que Goldran pourrait être lié à la disparition d'Alfred. Elle expliqua en détail comment Alfred avait été prêté au laboratoire de Goldran pour disparaître un mois plus tard. Sa stratégie consistait à ce que Zino se fasse un nom afin que Goldran le remarque et tente de le recruter. Zino avoua qu'il n'avait pas une haute opinion de lui-même, disant que son statut social ne ferait que compliquer les choses. Omain fut stupéfaite, car il n'avait aucune idée de l'étendue de ses talents, mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Wambly, l'un des élèves prétentieux de Goldran, fit son apparition. Il se vanta de sa faction, puis aperçut Zino et le reconnut aussitôt comme le nouvel apprenti de Becker. Avec un sourire suffisant, il s'éloigna, laissant derrière lui une atmosphère agaçante. Pendant un cours, Zino repensa à ses jeunes années, se rappelant comment son maître lui avait inculqué, à lui et à Veritra, les principes de la magie de guérison, s'assurant qu'il puisse réciter par cœur les différentes classifications des guérisseurs. En classe, le professeur fit une explication détaillée de la magie de guérison. Lorsque le sujet passa aux morts-vivants, Zino pensa immédiatement à Carmilla, surtout lorsque le professeur insista sur le fait que son type d'esprit était extrêmement dangereux et que les élèves devaient fuir s'ils en rencontraient un. Pour détendre l'atmosphère, le professeur demanda si quelqu'un avait déjà exorcisé un mort-vivant. Wambly déclara fièrement en avoir éliminé 30, puis essaya de narguer Zino avec son
l'exploit. Zeno joua le jeu, ramenant avec désinvolture le succès de Wambly à son propre niveau, mais cela se retourna contre lui lorsqu'il se retrouva accidentellement à se surestimer largement. Lors du cours suivant, Wambly s'assit à côté de lui, et lorsque le professeur demanda de dessiner un cercle magique devant la classe, Wambly exhiba fièrement son travail. Le professeur tenta aussitôt de le recruter, mais Wambly annonça avec suffisance qu'il appartenait déjà à Goldrand. Il défia alors Zeno de faire ses preuves, alors Zeno dessina un cercle magique d'une complexité impossible. Au début, Wambly se moqua, mais en voyant le professeur le contempler avec admiration, son humeur vira à la colère. Pendant ce temps, un membre du personnel rapporta l'exploit supposé de Zeno à Goldrand. Par coïncidence, Goldrand reçut l'information qu'il y avait plusieurs morts-vivants dans un cimetière, alors il s'assura que Zeno participe à la mission pour les éliminer afin de voir s'il était vraiment à la hauteur de ses dires. Plus tard, au dîner, Zeno raconta à Lily et Carmilla qu'on lui avait confié la tâche de débarrasser le cimetière d'une église des morts-vivants. Il remarqua que Carmilla n'avait pas l'air du tout dérangée. Cette nuit-là, Wambly mena un groupe d'étudiants au cimetière pour exorciser les fantômes, mais il faillit se faire dessus de peur. Heureusement, Zeno nettoya la zone, mais Wambly s'empressa de s'attribuer le mérite et jura qu'il n'accepterait jamais que Zeno travaille sous les ordres de Goldrand. À sa grande surprise, Zeno ne protesta pas. Au lieu de cela, il annonça à tout le monde qu'il n'en avait pas fini avec les morts-vivants. Juste après ça, un roi zombie apparut et les autres étudiants supplièrent Wambly de s'en occuper. Le pauvre garçon, qui avait tout simulé depuis le début, se mit à transpirer à grosses gouttes en réalisant que sa fin était proche. Il lança son sort le plus puissant sur la créature, mais celle-ci se régénéra instantanément. Zeno le laissa réessayer, et comme on pouvait s'y attendre, Wambly s'est fait prier comme le linge du samedi dernier. Alors que le monstre l'attrapait et s'apprêtait à le dévorer, Wambly finit par supplier qu'on l'aide. Zeno intervint et utilisa la magie de soin pour éliminer le roi zombie. Après avoir été sauvé, Wambly essaya de faire comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas perdu tous ses points d'aura quelques secondes plus tôt. Zeno se rappela alors qu'on lui avait dit que les morts-vivants étaient généralement attirés par un esprit plus puissant de leur espèce. Il y pensa pendant qu'Omain et Wambly se chamaillaient, et au même moment, Carmilla éternua après avoir été mentionné. Quand Zeno retourna à son dortoir, il expliqua à Carmilla qu'il avait découvert que les morts-vivants étaient attirés par elle. Elle lui demanda s'il allait la mettre à la porte, mais il la surprit en lui disant qu'elle devrait rester à ses côtés. Livy, bien sûr, se mit aussitôt à rêver qu'on lui dise la même chose. Hermilla, quant à elle, jura de continuer à être une source d'ennui. De retour à l'école, Wembley, toujours en quête de gloire, avoua étonnamment à son superviseur que Zeno avait failli craquer sous la charge lors de leur dernière mission. Après être parti, il déclara avec colère qu'il était enfin quitte avec Zeno. Plus tard, Becker rencontra Zeno et le félicita. Comme Goldrand semblait s'intéresser à lui maintenant que la première étape était franchie, Becker lui dit de continuer à impressionner Goldrand. Zeno, voyant tout le travail qu'il restait à faire, demanda pourquoi Goldrand avait un rang supérieur au sien alors que Becker était déjà une élite. Becker expliqua que dans leur pays, la politique comptait plus que les titres. Peu de temps après, Goldrand convoqua Zeno à une réunion. Lorsque Zeno se présenta, il comprit rapidement à quel point les guérisseurs avaient de l'influence dans le royaume. Goldrand exposa son ambition, gravir les échelons pour rejoindre la classe dirigeante afin d'attirer d'autres méchants à ses pieds. Il demanda à Zeno de reproduire le cercle magique qu'il avait dessiné en cours. Le deuxième secrétaire de Goldrand tendit à Zeno une feuille de papier pour l'épreuve. Zeno esquissa le cercle sans effort, puis demanda à Goldrand quel était son objectif. Goldrand répondit qu'il voulait voir jusqu'où allait réellement la connaissance de Zeno. Après avoir étudié le schéma, il expliqua qu'il existait de nombreuses écoles de pensée différentes concernant la conception des cercles magiques. Si Zeno voulait travailler sous ses ordres, il devrait prouver non seulement sa compétence, mais aussi sa légitimité. Sur ce, Goldrand félicita son travail et lui annonça qu'il pourrait commencer au laboratoire dès le lendemain. Le lendemain, Wembley accueillit Zeno dans le groupe en jouant les anciens. Il énonça tout un tas de règles et précisa bien que Zeno avait obtenu le poste grâce à sa recommandation. Wembley ne cacha pas qu'il comptait se servir de Zeno pour gravir les échelons. Zeno découvrit rapidement que Wembley était en réalité le membre le moins gradé de l'entourage de Goldrand et que Goldrand aimait souvent rendre visite aux patients avec ses élèves. Quelques minutes plus tard, ils entrèrent dans la chambre d'un patient. Curieux, Zeno s'approcha pour observer comment Goldrand soignait. Il fut stupéfait en voyant Goldrand siphonner la force vitale de ses élèves pour soigner le patient. Zeno recula discrètement pour reprendre sa place dans la file et Wembley lui expliqua que c'était l'une des raisons pour lesquelles Goldrand avait autant de fidèles. Zeno interrogea Wembley à propos d'Ifri, mais Wembley avoua qu'il n'était pas fan. En insistant un peu, Zeno apprit qu'Ifri avait autrefois été invité à dîner comme les autres favoris de Goldrand, mais avait disparu peu de temps après. Pour Wembley, cette invitation était pratiquement une place assurée aux côtés de Goldrand et il était visiblement jaloux.
Zeno prit tout cela en silence, puis fit son rapport à Becker. Becker le remercia pour ses efforts jusqu'ici et lui demanda de devenir l'un des favoris de Goldrant et d'obtenir une invitation à l'un de ses dîners. En échange, Becker promit une prime supplémentaire et assura à Zeno que ses activités clandestines resteraient protégées. Zeno soupira et accepta, mais fit promettre à Becker que, quoi qu'il arrive, il lui parlerait de son professeur. Becker accepta et alors qu'il se levait, une poignée de pièces de différentes valeurs tomba sur le sol. Il demanda à Zeno quelle pièce il ramasserait en premier, puis lui demanda si toutes les vies se valaient. Avant que Zeno ne puisse répondre, Humain fit irruption et entraîna Becker dehors, le réprimandant parce qu'il était presque en retard à sa réunion. Pendant ce temps, Linga se rendit à la clinique souterraine juste pour sentir l'odeur de Zénon. À sa grande surprise, elle tomba sur Zafia, qui avait déjà une longueur d'avance et était occupée à faire le ménage. Lui fit alors irruption dans la clinique, annonçant bruyamment sa super idée. En quelques minutes, le trio se retrouva à nettoyer tout l'endroit ensemble. Le lendemain, Wembley se vanta d'avoir la confiance de Goldrant pour s'occuper de son chien, tout en passant son temps à flatter Goldrant sans arrêt. Il a aussi dit à Zeno que Goldrant rencontrait les 7 grands nobles. À la façon dont il parlait, on voyait bien que Wembley rêvait d'être promu à une vie luxueuse, entouré de vilains à corriger. Zeno l'a confronté sur le fait qu'il avait oublié le but fondamental d'être guérisseur, mais Wembley a balayé la remarque, affirmant que la magie de soin n'était pas aussi fiable que l'argent et le pouvoir. Sorti de nulle part, un poivreau du nom de Bon est arrivé en titubant et a mal parlé du clébard. Alors qu'il rentrait en titubant, Wembley expliqua que cet homme était le premier secrétaire de Goldrant, un type qui ne faisait rien d'autre que boire toute la journée. Soudain, Bon lança une bouteille de vin à Wembley. Wembley laissa échapper la bouteille, ne parvint pas à l'attraper et elle se brisa au sol près de lui. Effrayé, le chien s'enfuit dans la rue et se fit piétiner par une calèche. Pris de panique, Wembley lança son meilleur sort de guérison sur la pauvre bête, mais ce ne fut pas suffisant. Il resta figé. Zeno intervint calmement et soigna complètement le chien sans même prononcer d'incantation. Pour une fois, Wembley se tut, stupéfait par l'énorme différence de niveau entre eux. Zeno prit alors le chien dans ses bras pour lui trouver un endroit où se reposer et Wembley le suivit comme un larbin. Plus tard dans la soirée, lorsque Zeno retourna dans sa chambre, il vit Humain qui l'attendait devant la porte. Elle lui demanda d'aller se promener avec elle. Alors qu'il s'éloignait du dortoir en marchant, elle s'excusa de ne pas avoir été assez compétente pour accomplir la tâche que Becker lui avait confiée. Zeno fut surpris qu'elle l'ait fait venir jusque-là juste pour ça. Il lui dit de ne pas s'en faire et lui rappela qu'il était payé de toute façon. Pour la rassurer, il ajouta que grâce à Becker, il avait eu l'occasion de voir l'hôpital royal et d'en apprendre davantage sur son maître, donc il avait beaucoup à gagner dans toute cette histoire. Soulagé, Humain lui dit de faire appel à elle s'il avait jamais besoin de quoi que ce soit. Elle lui demanda ensuite quel genre de personne était son maître. Zénon expliqua que même si son maître avait l'air louche, c'était lui qui lui avait appris à lire, à écrire et tout ce qu'il savait. Il admit qu'il devait la vie à son maître. Humain se retrouva dans son histoire, disant que cela lui rappelait sa propre relation avec Becker. Becker était le frère cadet de sa mère et l'avait beaucoup encadré lorsqu'elle avait voulu devenir guérisseuse, c'est pourquoi elle prenait soin de lui aujourd'hui. Bien que Becker l'ait guidée, Humain avoua qu'elle avait l'impression que ses recherches étaient ennuyeuses et n'avançaient pas. Zeno l'encouragea, disant que les choses les plus importantes dans la vie étaient souvent celles qui semblaient ennuyeuses. Ragaillardi, elle le remercia de lui avoir remonté le moral, même si à l'origine elle était venue s'excuser. Il lui dit qu'il valait mieux parfois compter sur les autres. Puis il plaisanta en disant qu'il n'arrivait même pas à sortir du lit tout seul. Dans l'ombre, Hermila éclata de rire, traitant Humain de nouvelles prétendantes. Quand ils revinrent au dortoir, Wembley accourut et supplia presque Zeno de l'aider. Après avoir rencontré Fenel, l'un des 7 nobles, Goldrant retourna à son bureau l'air préoccupé. Il se rappela que Fenel lui avait parlé de l'état de sa fille, car elle avait développé une éruption sur le visage qui ne cessait de grossir avec le temps. Goldrant soupçonnait qu'il s'agissait d'un cas de visage étrange et en conclut qu'il resterait une cicatrice après l'opération. Bien que la cicatrice puisse être effacée grâce à la magie de transfert de santé avec suffisamment de donneurs, la fille de Fenel ne voulait pas qu'une bande d'inconnus voie son visage. Craignant de n'avoir au mieux que 2 assistants pendant l'opération, Goldrant quitta son bureau pour aller voir son chien. En chemin, il croisa Bon, qui lui annonça que le cabot avait été renversé. Goldrant a immédiatement perdu son sang-froid, mais Bon l'a calmé, lui assurant qu'il n'était pas responsable et que le chien avait été soigné. Goldrant se précipita pour vérifier par lui-même et fut stupéfait de voir le chien complètement guéri. Pendant ce temps, Wembley suppliait Zeno de l'aider, car il avait été chargé de soigner Charlotte, la fille de Fenel, qui souffrait de visage étrange. Il se plaignait de ne pas vouloir rater son visage et lui laisser des cicatrices. Sinon, il finirait en pâture pour les requins. Humain se demanda pourquoi Wembley avait été choisi au départ. Après lui avoir lancé un regard glacial, Wembley avoua qu'il s'était attribué le mérite d'avoir guéri le chien de Goldrant. Déçu comme toujours, Humain lui demanda pourquoi il n'avait pas dit la vérité, mais Wembley expliqua que si le 2e secrétaire découvrait un jour qu'il était un imposteur, il était fichu.
Désespéré, il supplia Zeno de l'aider, allant même jusqu'à l'appeler grand frère. Livy entra avec du thé. Lorsque Wembley la complimenta, elle répliqua aussitôt qu'elle appartenait à Zeno. Déconcerté et se demandant si les frères et sœurs étaient comme ça, Wembley l'appela maladroitement sa petite sœur lui aussi. Quelques jours plus tard, Wembley et Zeno suivirent Goldran jusqu'à la demeure de Fennel après une convocation soudaine. Fennel expliqua que Charlotte refusait l'opération et s'était enfermée dans sa chambre, disant qu'elle ne voulait pas de cicatrices sur le visage. Il pensait que Goldran pouvait réaliser l'opération sans laisser de traces, alors il le supplia de la convaincre. Quelques instants plus tard, ils se dirigèrent vers sa porte. Fennel essaya de convaincre Charlotte d'accepter l'opération, mais échoua lamentablement. Même Goldran tenta sa chance, mais la jeune fille riche et capricieuse jura de ne jamais laisser une lame toucher sa peau. Pendant que les adultes peinaient, Wembley chuchota à Zeno son plan génial pour épouser une riche héritière. Il voulait que Zeno soigne Charlotte pendant qu'il s'en attribuait le mérite, pensant que cela la ferait tomber amoureuse de lui. Quand il essaya de la convaincre lui-même, il comprit à ses dépens qu'il était loin d'être un gigachad. Avec le rêve de Wembley qui s'effondrait, Zeno décida d'essayer à son tour. Au lieu de la forcer, il lui dit que c'était très bien si elle ne voulait pas de l'opération. Il se lança dans un monologue sur le fait que les gens s'attachent à leur apparence après avoir eu peur, et alla même jusqu'à plaisanter qu'elle finirait par ressembler à une vieille dame si elle évitait le traitement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Charlotte surprit tout le monde en ouvrant sa porte et en les laissant entrer. À l'intérieur, Wembley se mit à bavarder sur ses photos hors de prix. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il en était de son visage, il prit encore la parole. Comme on pouvait s'y attendre, elle le remit aussitôt à sa place, lui disant de se rappeler qui il était. Goldran tenta une fois de plus de la convaincre d'accepter l'opération, mais elle refusa toujours qu'une lame touche son visage à moins qu'il ne puisse garantir l'absence totale de cicatrices. Agacée, elle quitta sa chambre en trombe et alla s'asseoir sur le balcon parmi ses oiseaux. N'ayant pas d'autre choix, Zeno la suivit. Il essaya de lui parler sur un ton détaché, mais elle lui dit de se taire. C'est alors qu'il remarqua qu'un de ses oiseaux était blessé. Charlotte, se sentant proche de l'oiseau, marmonna qu'elle ne pourrait plus jamais toucher l'herbe. Zeno prit l'oiseau dans ses mains et lui demanda si elle voulait qu'il le soigne, mais elle le repoussa aussitôt. Déterminé, il lui posa la question à nouveau et cette fois Charlotte explosa, criant qu'elle ne voulait aucune cicatrice. Elle le fusilla du regard et exigea de savoir pour qui il la prenait, et Zeno répondit calmement qu'elle était sa patiente. À sa grande surprise, l'oiseau blessé auquel elle avait renoncé se mit soudain à battre des ailes et à voler autour d'elle. Zeno lui dit qu'il se moquait qu'elle soit de sang royal, noble ou simple paysanne, car soigner les patients était son métier. Après que l'oiseau lui soit revenu, elle demanda si elle pourrait voler de nouveau et il la rassura en lui disant que oui. Peu de temps après, Charlotte fut endormie dans la salle d'opération pendant que Zeno et Wembley se préparaient pour la chirurgie. Zeno mentionna qu'il avait déjà réalisé une opération similaire lorsqu'il était jeune, ce qui fit pousser un soupir de soulagement à Wembley, pensant que Zeno allait prendre la relève, mais Goldran informa Wembley que c'est lui qui allait effectuer la procédure. Le garçon faillit se faire dessus, car il n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Zeno lui dit rapidement de simplement suivre ses instructions et que tout se passerait bien. En examinant attentivement le visage de Charlotte, Zeno guida Wembley pas à pas dans la procédure. Wembley suivit les instructions, mais il aperçut alors la racine de l'étrange excroissance, emmêlée avec l'un de ses nerfs. Pris de panique, il demanda à Goldran s'il devait refermer et l'orienter vers une seconde opération à l'hôpital royal. Goldran refusa immédiatement, car il ne pouvait pas risquer de ternir sa réputation, et il mit donc la pression sur Wembley pour qu'il continue. Pris de panique, Wembley coupa accidentellement le nerf, ce qui lui valut une sévère réprimande. Affolé, Fennel exigea de savoir ce qui n'allait pas et Goldran, en nage, rejeta la faute sur Wembley tout en insistant pour qu'il reconnecte le nerf grâce à la magie de transfert de santé à l'hôpital royal le lendemain. À la surprise générale, Zeno intervint calmement, affirmant que ce n'était pas grave. Il retira la racine de l'étrange excroissance d'un geste précis et reconnecta le nerf sur le champ. Après l'opération, Charlotte se réveilla et toucha son visage. Rassurée de voir que tout était complètement rétabli, elle demanda après Goldran, mais Fennel lui expliqua qu'il était déjà parti à l'hôpital royal pour préparer les prochaines élections. Se souvenant des paroles de Zeno, elle apprit plus tard son nom grâce à son jardinier. Plus tard, à l'hôpital royal, Zeno aida Humain à transporter plusieurs bouteilles de Becker dans la réserve. Becker arriva peu après et apprit que l'opération avait été un succès. Au moment même où il félicitait Zeno d'avoir impressionné Goldran, Wembley arriva en courant pour annoncer qu'il avait été invité à l'un des dîners de Goldran.
Baker félicita aussitôt Zeno à nouveau pour avoir fait avancer leur plan, tandis qu'Humain taquinait Wembley jusqu'à ce qu'il lui réponde sèchement. Avant de partir furieux, Wembley dit à Zeno de le retrouver dans le rôle ce soir-là pour la soirée. Après son départ, Baker félicita encore une fois Zeno, disant qu'il était heureux que Zeno ait pris ce risque, car personne n'avait jamais été invité à l'une des soirées de Goldran aussi rapidement. Lors de la soirée, Goldran s'adressa aux invités et à ses partisans, leur rappelant que l'actuel directeur de l'hôpital royal prendrait bientôt sa retraite. Il précisa qu'avec les votes et le soutien de l'un des 7 nobles, il était le candidat le plus probable pour obtenir le poste. Après son discours, Wembley commença à flatter le professeur puis essaya de se montrer familier avec Zeno et Livy, mais tous deux lui faillirent la tête. Livy intervint et demanda pourquoi il n'avait pas invité Humain, ajoutant qu'il n'avait clairement pas réussi à ramener des bombes, ce à quoi Wembley ricana, affirmant que les combines d'Humain n'étaient pas à la hauteur. Pour lancer la soirée, Goldran porta un toast à tout le monde, les appelant les élus parmi ses partisans. Pendant que les autres profitaient de la fête, Zeno et Livy commencèrent à sociabiliser, flirtant pour obtenir des infos sur Fred, qui avait disparu après une fête similaire. Leur enquête les mena à Bon, le secrétaire ivrogne, qui avait été la dernière personne vue avec Alfred. En discutant, Zeno ne pouvait s'empêcher de trouver étrange qu'un type comme Bon soit le premier secrétaire de Goldran. Livy insista un peu, demandant comment Bon avait même obtenu ce poste, mais Bon l'ignora et s'éloigna. Soupçonneuse, Livy attrapa d'autres bouteilles et décida de le saouler suffisamment pour qu'il lâche ses secrets, une technique qu'elle avait apprise de Carmilla. Après quelques tournées, Bon était complètement bourré et se mit à divaguer sur son passé. Profitant de l'occasion, Zeno lui demanda des informations sur Alfred. Quand Bon eut du mal à se souvenir, Zeno l'emmena dehors, essayant de recréer la même situation dans laquelle Alfred s'était retrouvé. En chemin, Bon laissa tomber sa bouteille et commença à raconter un incident survenu il y a 13 ans. Prenant Zeno pour Goldran, il laissa échapper que Fennel avait soutenu Goldran lors d'une explosion toutes ces années auparavant. Mais alors qu'il allait révéler la partie importante, Bon s'évanouit net. De retour à l'intérieur, Lily demanda à Zeno s'il avait fini de récolter des informations. Il admit qu'il avait encore l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Sorti de nulle part, Carmilla apparut et annonça fièrement qu'elle avait tout compris rien qu'en écoutant les divagations de Bon. Zeno la félicita d'abord, mais se rendit vite compte qu'elle se moquait encore d'eux. Pendant ce temps, à la clinique souterraine, le trio de filles du clan était occupé à se disputer sur la raison pour laquelle elles venaient toutes chaque jour. Leur dispute fut interrompue lorsque le frère de Zofia entra en titubant, couvert de sang. Il expliqua qu'un de leurs camarades Bistquin avait été grièvement blessé dans un accident. Zofia demanda quand Zeno reviendrait, mais les autres la prévinrent qu'il serait peut-être trop tard d'ici là et insistèrent pour qu'ils amènent la victime auprès de lui. Au début, Zofia refusa, disant que Zeno était en mission d'infiltration et qu'il ne pouvait pas risquer de compromettre son identité. Mais après qu'il lui eut rappelé que Zeno serait furieux s'il découvrait qu'elle ne l'avait pas prévenu, elle céda et accepta, proposant de payer le double du tarif habituel pour le traitement. De retour à la fête de Goldran, Carmilla cessa enfin de plaisanter et avança une théorie selon laquelle Goldran aurait pu simuler le sauvetage du noble. Zeno essaya de comprendre ce qu'elle voulait dire, mais l'instinct de détective de Lily prit le dessus. Elle a déduit que Bon avait dû être témoin de l'incident et que c'est ainsi qu'il avait fait chanter Goldran pour devenir son secrétaire. Plus tard, il a probablement laissé échapper quelque chose à Alfred, ce qui pourrait expliquer pourquoi Alfred a disparu, craignant que Bon ne se souvienne de ce qu'il avait dit. Soudain, Wembley réapparut et emmena Lily pour la présenter à quelques gros bonnets de la soirée. Resté seul avec Carmilla, Zeno partagea sa propre théorie. Il soupçonnait Goldran d'avoir utilisé la magie de transfert de vie lors de l'explosion il y a 13 ans, soignant Fennel en drainant la force vitale des victimes blessées. Si Alfred avait été l'un des survivants, cela pourrait signifier qu'il avait disparu parce qu'il voulait se venger. Sur cette pensée, Zeno remercia Carmilla pour son aide. Elle se détourna avec son attitude cindaire habituelle, disant qu'elle ne l'avait fait que pour lui rendre la pareille à cause de toute cette histoire de roi zombie. Quand Zeno rejoignit les autres, il les trouva sur le balcon, en train de regarder Humain se disputer avec les gardes à l'entrée. Elle demandait à le voir, mais il lui barrait la route, disant qu'elle n'avait pas d'invitation et ne pouvait pas interrompre la fête de Goldran. Soudain, le trio de jambettes apparut avec l'un des leurs blessés. Goldran ordonna immédiatement à ses gardes de les jeter dehors, mais Linga les renversa comme des quilles et le groupe fit irruption, réclamant Zeno. Dès que Zofia le vit, elle s'excusa d'avoir compromis sa couverture et le supplia d'aider à soigner son semblable. Sans hésiter, Zeno décida d'aider, ce qui choqua Goldran, qui le prévint de ne pas gâcher sa chance de devenir un élite. Mais Zeno s'en fichait. Il déclara simplement qu'il était guérisseur, attrapa Livy et se dirigea vers les demi-humains. Furieux, Goldran le traita d'imbécile et jura qu'il ne travaillerait plus jamais comme guérisseur. Il se tourna vers Wembley et lui demanda s'il agirait différemment, mais Wembley surprit tout le monde en suivant plutôt la voie de Zeno.
Il déclara haut et fort qu'il quittait la faction de Goldrant, puis se précipita à la suite de Zino pour découvrir que le traitement était déjà terminé. Frustré, Wembley gémit qu'il était peut-être un idiot inutile, mais Human s'approcha et lui dit qu'elle respectait son choix quoi qu'il en soit. Zino présenta alors Wembley aux autres comme son petit frère casqué. Le lendemain, Zino fit un compte-rendu à Becker et Human de tout ce qu'il avait appris sur Goldrant et de ses soupçons concernant Alfred. Becker révéla qu'Alfred avait un jour mentionné avoir été pris dans une grosse affaire quand il était jeune. Avec Goldrant sur le point d'être intronisé directeur le lendemain, Becker soupçonnait qu'Alfred allait enfin passer à l'action. Remerciant Zino pour tout jusqu'à présent, Becker lui dit qu'il devrait rester un jour de plus pour finir la paperasse. D'ici là, il promit, il donnerait aussi à Zino plus d'informations sur son professeur. Ce soir-là, Human et Wembley se présentèrent au dortoir de Zino pour une petite fête d'au revoir. Wembley s'est un peu enivré et a boudé en apprenant la vérité. Zino était un guérisseur clandestin. Alors qu'il se plaignait de perdre Zino à ses côtés, Carmilla fit son apparition. Wembley cligna des yeux, pensant que c'était juste l'alcool qui lui jouait des tours. Human faillit perdre son sang-froid, mais Zino la calma en disant que Carmilla avait bon cœur. Plus tard dans la nuit, après la fête, Zino se confia à Carmilla. Bien qu'ils viennent des bas-fonds, il lui confia qu'Human et Wembley ne l'avaient jamais traité comme un moins que rien. Se séparer de lui laissait un poids sur le cœur. Carmilla lui rappela que cela faisait simplement partie de la condition humaine. Le lendemain, alors que Zino se préparait à partir, Human lui montra une lettre que Becker avait écrite, détaillant les informations sur son maître. Lorsqu'ils se rendirent au bureau de Becker pour la récupérer, ils tombèrent sur une vieille photo montrant Goldrant en train de soigner Fennel en volant la force vitale des blessés autour de lui. Pendant ce temps, à la fête, Goldrant et tous les invités étaient étendus inconscients. Quelques minutes avant l'incident, Goldrant et sa faction assistaient à son inauguration et Fennel le félicitait pour son succès. Goldrant se souvint alors de la façon dont il avait rencontré Fennel, qui s'était retrouvé pris dans une explosion à l'usine d'outils magiques. Alors qu'il soignait le noble avec sa magie de transfert de vie en siphonnant la force vitale des autres blessés autour de lui, Bon captura l'incident et s'en servit pour gagner sa vie. Lors de l'événement, Becker fit son apparition avec un verre pour féliciter Goldrant d'être devenu directeur. Il servit un verre à Goldrant pendant que le nouveau directeur prenait la parole. Sur la façon dont Zeno l'avait déçu en choisissant de soigner des demi-humains, insistant sur le fait que toutes les vies n'avaient pas la même valeur. Peu après, Fennel faillit raconter comment Goldrant l'avait sauvé par le passé, mais Goldrant lui demanda poliment de passer à autre chose. Il porta ensuite un toast avec sa faction et perdit connaissance. Au même moment, Omen se souvint que Becker avait rendu visite à Bonds la veille au soir, et en examinant la photo, elle remarqua que Fred et la fiancée de Becker faisaient partie des victimes de l'explosion. À cet instant, Goldrant se réveilla et découvrit que tous ses partisans étaient inconscients. Il aperçut Becker, qui l'informa qu'il avait empoisonné tout le monde et qu'il leur restait une heure à vivre. Becker révéla alors qu'il avait prévu de recréer ce qui s'était passé il y a 13 ans et qu'avec l'aide de Zeno, il avait pu suivre une piste. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'enivrer suffisamment Bonds à l'aide de son médicament pour découvrir ce qui s'était passé et il tomba par hasard sur une photo de l'incident. Becker l'informa ensuite que Fred et sa fiancée faisaient partie des victimes de l'explosion. Il dit à Goldrant qu'il avait assez de force pour utiliser la magie de transfert de santé et qu'avec le nombre de vies présentes, il pourrait réussir à ralentir la progression du poison. Becker lui demanda alors qui il choisirait de sacrifier et qui il déciderait de sauver. Après lui avoir laissé la possibilité de choisir, Goldrant demanda à Becker l'antidote, promettant de ne pas le punir trop sévèrement une fois que tout serait terminé. Mais Becker le surprit en avalant le poison d'un trait. Becker rejoignit alors le groupe de personnes parmi lesquelles Goldrant devait choisir, lui disant qu'il ne lui restait plus qu'à sauver sa vie s'il pensait avoir un antidote. Confronté à de nombreux choix, Goldrant commença par siphonner la force vitale des autres pour se sauver lui-même. Becker questionna alors le choix de Goldrant, lui rappelant qu'il avait la plus grande force vitale de tous dans la pièce, mais Goldrant fit remarquer qu'il était arrivé avant tout le monde. Il argumenta aussitôt que toutes les vies n'étaient pas égales et les compara à des pièces de monnaie dont la valeur variait selon leur nature. Soudain, Becker se mit à cracher du sang et les élèves se précipitèrent dans le hall. En voyant le chaos qu'il avait causé, Omen lui demanda pourquoi et il lui raconta comment il avait perdu sa fiancée il y a 13 ans lors de l'explosion de l'usine. Il avait été poussé jusqu'à la vengeance après avoir appris par Fred que sa fiancée n'était pas morte uniquement à cause de l'accident, mais aussi à cause de l'effet de la magie de Goldrant. Zeno comprit que la raison pour laquelle il avait été engagé était d'obtenir des preuves, mais malgré tout, Becker ne pouvait plus attendre, alors il décida d'agir par lui-même. Agacé, Wembley lui cria dessus et compatit à sa perte. Il était aussi d'accord pour dire que Goldrant était une sacrée ordure, mais il ne pensait pas que l'empoisonnement des autres était la meilleure façon de gérer les choses, puisque les guérisseurs étaient censés sauver des vies. Après l'avoir écouté,
Zeno rappela à Becker la question profonde qu'il lui avait posée à l'époque et lui dit qu'il ramasserait toutes les pièces. Surpris, Becker demanda à Zeno s'il comptait sauver tout le monde, et il répondit que oui, même si cela ne lui apporterait rien, jurant de ne pas laisser Becker devenir un meurtrier de masse. En temps normal, Zeno était censé connaître la toxicité du poison pour aider à une récupération rapide. Mais voyant que Becker n'y survivrait pas s'il continuait à poser des questions, Zeno soigna massivement la foule. Il choisit d'endurer la fatigue de maintenir le sort assez longtemps jusqu'à ce que les toxines quittent leur corps. Après cet effort intense, tous sauf Goldran se remirent du poison. Goldran ordonna alors à Zeno de le soigner, mais Zeno lui rappela qu'il n'était pas de sa faction et qu'il devrait payer pour ses services. Les partisans de Goldran refusèrent de soigner leur chef après avoir compris qu'il avait tenté de les sacrifier pour se sauver lui-même. Zeno a présenté une facture exorbitante que même Goldrin a trouvé déraisonnable, mais après s'être rappelé qu'on avait menacé sa vie, le Geyser a accepté. Malheureusement pour lui, Fenel lui a dit avec colère qu'il discuterait en détail de ce qu'il avait fait plus tard. Le lendemain, Zeno et Humain sont allés rendre visite à Becker, qui avait été détenu par la garde royale. Krishna est arrivé, pensant que Zeno utilisait Becker comme prétexte pour la voir, mais il a brisé ses illusions et l'a remercié d'avoir organisé la rencontre. Après cela, Humain a demandé si Becker avait empoisonné le vin et il leur a expliqué qu'il avait préparé une drogue qui ne paralyserait le corps que temporairement. Il avait eu l'intention de faire croire à Goldring qu'il s'agissait d'un poison mortel, mais lorsqu'il a testé le médicament, il s'est rendu compte qu'il avait été trafiqué. Il soupçonnait Alfred d'être le cerveau et pensait qu'il avait dû se mêler à la foule en faisant semblant de prendre une dose du poison. Humain a immédiatement tenté de justifier les actions de Becker, mais il n'était pas d'accord, soulignant son erreur d'avoir choisi de poursuivre le plan après avoir constaté que le vin avait été trafiqué. Krishna les a alors rassurés en disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter, affirmant qu'elle pouvait utiliser son autorité de vice-capitaine pour faire libérer Becker. Il était d'accord avec elle, et juste avant de quitter la pièce, Becker dit à Zeno de se méfier d'Alfred, car il trouvait mystérieux qu'il ait réussi à survivre à l'explosion et qu'il continue pourtant à contrecarrer ses plans. Comme d'habitude, Zeno jura de faire payer à Alfred toutes les galères qu'il avait causées jusqu'à présent. Une fois les soigneurs partis, Krishna confia à Becker qu'elle était jalouse que Zeno soit venu lui rendre visite à lui et pas à elle. Il expliqua qu'il l'avait fait pour Humain, vu la précarité de sa situation, il essayait de laver son honneur pour elle. Krishna, surprise de voir jusqu'où Zeno était prêt à aller pour Humain, apprit de Becker que Zeno traitait toutes les vies de la même façon. Ailleurs, le guide expliqua comment Zeno avait perturbé ses plans pour recueillir plus de données sur le comportement humain. Le vent fit tomber sa capuche, révélant qu'il avait peur, mais pas totalement. Il fit l'éloge du corps d'Alfred, disant qu'il allait l'utiliser encore un peu. Le lendemain, Zeno et Lily dirent au revoir à Humain et Wambly avant de partir pour les bas-fonds. Sur le chemin du retour, Zeno soigna quelques blessés et lorsqu'ils arrivèrent à la clinique souterraine, les Trobisquins les accueillirent chaleureusement. Cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'à présent, confondons les faux observateurs d'anime en commentant qui est le gars le plus sexy de l'anime. Assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et donnez-moi 10 000 likes pour tous les messages non tracés. De plus, si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez la prochaine vidéo avec beaucoup d'huile pour bébé.